bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour mon point lecture du mois de mai. Et là, je sais, ça fait quelques mois que ça commence avec cette même phrase, mais c'est mon plus gros mois de lecture jusqu'à maintenant pour l'année. J'ai lu 15 livres. 15 livres en 30 jours, je suis quand même impressionnée de moi-même. Une chose qui m'a aidée, c'est la semaine de lecture que j'ai fait au début du mois, là. Donc un livre à chaque jour, c'est la moitié de mes lectures du mois en une semaine. Fait que c'est sûr que ça a aidé. Mais une autre chose aussi, c'est le mois de la BD. Donc j'ai lu 6 BD ce mois-ci. J'ai parlé de 5 déjà dans une vidéo. Fait que je vais pas reparler des livres dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne. Ça a été un drôle de mois au côté lecture parce que, sans m'en rendre compte, j'avais beaucoup de non-fiction et de BD. Tu sais, j'avais pas beaucoup de romans ou d'univers fictionnel. Tu sais, j'ai été assez dans le concret puis dans le réaliste jusqu'à la fin. Fait que c'est ça, c'est étrange. Mais c'est pas grave. Je crois que ça va être quand même une longue vidéo. Fait que prenez-vous un petit drink comme moi, un petit café glacé ou autre chose parce qu'on en a pour un petit bout. Je vais profiter du moment qu'on a pour un point lecture pour faire un genre de parenthèse sur ma vie. Le mois de mai, ça a été assez agité parce que ça a commencé puis je croyais que... en fait, comme quelques jours avant le début du mois de mai, j'ai appris que je devais retourner au travail le premier lundi. Donc, ça a été comme vraiment stressant parce que ça fait 2 mois qu'on était confinés, je savais pas qu'est-ce qui se passait. Puis là, finalement, il fallait que je voie mes collègues, qu'on commence à travailler, qu'on sache un peu comment organiser la fin de l'année scolaire. C'était vraiment stressant. Pour finalement terminer cette semaine-là le vendredi et apprendre que tout ce que j'avais fait pendant la semaine, c'était un peu inutile parce que j'étais maintenant déployée au primaire. La 2e semaine de mai, j'ai commencé dans une école primaire à faire de la surveillance principalement. Une chance que j'ai fait du camp de jour dans ma vie, ça ressemble un peu à ça ce que j'ai à faire. Mais bon, il faut ce qu'il faut, puis à la limite, je suis plus contente d'être à l'extérieur quelques heures par jour avec les enfants plutôt que d'être devant mon écran toute la journée à envoyer du contenu à distance à mes élèves. Ça a été stressant, puis j'avais pas toujours la tête à lire, puis les lectures que j'avais choisies, ça permettait pas vraiment de m'évader. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, j'ai lu 6 bandes dessinées ce mois-ci. Donc, la première, ça a été Les Petites Choses de Anna Roy. Ensuite, j'ai lu le manga de Jane Eyre de Charlotte Brontë, puis c'est adapté par Crystal S. Chan, je sais pas comment on le prononce. Ensuite, j'ai lu Le journal d'Aurélie Laflamme de India Desjardins, adapté par Véronique Grissot, les dessins de Laetitia Aigné. J'ai finalement lu Black Sad de Dias Canales, donc quelque part entre les ombres. Et finalement, 7 figures emblématiques de Molière enquête sur sa mort de Fred Duval et Florent Calvez. Et ces 5 BD-là font déjà partie d'une vidéo donc dédiée au mois de la BD, donc je vais pas en reparler. J'ai lu une autre bande dessinée en dehors du mois de la bande dessinée, et c'est Persépolis de... J'imagine que c'est Marianne qu'il faut dire, là. Marjane Satrapi. Et c'est publié chez l'Association, c'est le tome 1 d'une tétralogie, donc 4 tomes. Dans cette BD-là, on va suivre une petite fille dont j'ai encore une fois oublié le nom. Je crois que c'est un peu l'autrice, qui grandit dans un pays à feu et à sang, en pleine guerre. Si je me trompe pas, c'est le Liban. Non, c'est en Iran, pardon. On va voir un peu l'évolution de la guerre dans sa jeunesse, comment les rebelles ont affecté sa vie et aussi l'État islamique, là, ça s'appelle pas comme ça, mais c'est ça quand même, là, ça a juste changé de nom au cours de l'histoire. C'est ça, elle va grandir dans un monde où la liberté, c'est vraiment aléatoire. On va avoir toutes ces observations d'enfants sur qu'est-ce que la guerre, comment ça se fait que certaines personnes meurent de ça, comment ça se fait que certaines opinions, on a le droit de les dire haut et fort, mais d'autres non. J'ai apprécié ma lecture, j'ai apprécié le graphisme. C'est très sombre, tout est noir et blanc, mais
je sais pas pourquoi, j'ai comme pas accroché. J'ai comme eu une belle expérience, mais on dirait que j'ai pas envie de de lire les 3 autres tomes. Comme, peut-être parce que c'est historique, puis j'embarque moins dans ce temps-là. Pourtant, j'aime quand même quand c'est des histoires d'oppression. Mais là, je pense que c'était vraiment sensible. Puis, je sais pas, c'est peut-être pas arrivé au bon moment dans ma vie. Je crois que une très bonne BD. Je pense que j'ai juste pas accroché. Fait que c'est 3 sur 5. Ensuite de ça, je vais passer à la catégorie pièces de théâtre. Parce que ça a été... J'en ai lu 2 ce mois-ci. C'était la première fois de 2020 que je lisais du théâtre. Puis là, ça m'a étonnée parce que normalement, j'en lis pas mal à tous les mois. Mais en 2019, j'avais fait un défi d'en lire plus. Je pense que j'étais un petit peu écœurée début 2019, fait que j'ai pris une pause pour revenir en force au mois de mai, où j'en ai lu 2. La première, c'est La Sagouine de Antonine Maillet, publiée chez Bibliothèque québécoise. Donc, La Sagouine, en fait, c'est une vieille femme acadienne, donc qui habite au Nouveau-Brunswick, très pauvre. Elle fait des ménages, là. Elle lave les planchers, vous comprenez, c'est une ménagère. En fait, la pièce de théâtre, c'est 16 monologues sur différents thèmes où elle va s'exprimer, elle va donner son point de vue, les histoires qu'elle a entendues, puis parle vraiment d'un côté de la... tu sais, elle est pauvre et c'est ça son point de vue sur la société. Il y a des réflexions qui m'ont vraiment marquée, il y a des réflexions que j'ai trouvées quand même comiques, mais avec un gros fond de vérité. Tu sais, par exemple, à un moment donné, elle raconte que pour elle, quand c'est la guerre, c'est les meilleurs moments parce que enfin elle reçoit de l'aide du gouvernement. Enfin, les gens sont comme ah, faudrait aider les plus démunis. Mais c'est fou d'avoir lu ça en pleine pandémie parce que j'ai eu ce sentiment-là avec la PCU, tu sais, que ah, ben là, on va aider le monde à avoir un salaire décent s'ils perdent leur job, mais tu sais, le reste du temps, c'est même pas la moitié de ce qui était offert avec la PCU que les gens qui n'ont pas d'emploi ont par mois. Tu sais, c'est. En tout cas, si vous n'êtes pas canadien, les gens qui ont perdu leur emploi recevaient un fonds de. Ben, comme un. Pas une paye, là, mais de l'argent là, du gouvernement, 2000$ par mois. Je sais pas ça fait combien en euros ou en autres, là. Mais en tout cas, c'est quand même un salaire. Tu sais, ça fait 24 000 par année. C'est pas tant élevé, mais en même temps, il y a vraiment du monde qui vit avec moins que ça par année. Fait que. Je sais pas, qu'est-ce qu'elle disait là-dedans. Ça a eu un écho sur ma réalité en ce moment parce que mon copain avait perdu son emploi. Puis, tu sais, je me disais, hey, c'est vrai, hein, il y a vraiment eu de la tension tout d'un coup. Ça a eu une répercussion chez moi. Je pense que, en fait, j'ai essayé de lire le premier monologue dans ma tête et c'était vraiment difficile. Là, je sais pas si je fais un exemple parce que ça va être lettre, là. C'est écrit en acadien, là. C'est comme l'équivalent du joual au Québec, là. J'ai beau être une sagouine, je sais ce que c'est qu'un Noël de chrétien. J'en ai vu 72 dans ma courte vie, c'est pas assez pour s'en faire une idée. Et puis, surtout, qu'ils se ressemblent toutes le Noël. Tout du monde au pareil. Juste là, c'était une phrase, là, puis j'ai rushé. Qu'est-ce qu'on a fait, c'est que je parle au pluriel, là, parce que un soir, je lisais un monologue. L'autre soir, c'était mon mari qui me lisait le monologue qui suivait. Puis là, j'arrivais à mieux comprendre. Mais à un moment donné, je me suis tannée parce que ça avançait pas assez vite selon moi. Fait que là, j'ai découvert qu'il l'avait sur audio, donc l'application de Radio-Canada. Puis là, c'était Viola Léger qui a joué la Sagouine toute sa vie, qui lisait les monologues. Fait que là, on dirait que ça a bien terminé. Je pense que l'audio est vraiment important dans ça parce que ça fait partie de l'expérience. C'est vraiment un monument, là, un monument dans la culture acadienne. Fait que je pense que si vous voulez l'apprécier à 100%, ça vous prend. Faut que vous l'essayiez au moins un chapitre, là, genre pour avoir l'audio puis comprendre vraiment comment c'est supposé résonner, puis versus comment c'est écrit. Fait que bref. La Sagouine, j'ai vraiment aimé ça, mais ça a été long à lire, puis c'était vraiment comme challengeant, parce que c'était pas écrit de façon facile. Je vais mettre 4 sur 5. Puis l'autre chose que j'ai un petit peu moins aimé, c'est que il y a pas d'action. Tu sais, c'est vraiment 16 thèmes, puis elle discute de ces thèmes-là. Fait que, bon, ça
ça peut être inspirant pour faire autre chose par après, mais juste lire son opinion sur 16 thèmes, là, c'est ça, c'est un peu redondant, mais j'ai vraiment aimé ça, découvrir cette œuvre-là. Deuxième pièce de théâtre, c'est Littoral de Wajdi Mouawad. C'est le premier tome de la tétralogie Le Sang des Promesses et c'est publié chez Nomade. Dans cette pièce de théâtre-là, on va suivre Wilfrid qui apprend le décès de son père qu'il n'a pas vraiment connu dès le départ de l'histoire. Et là, il va se dire, ouais, mais tu sais, mon père... je vais pas le laisser de même, là, pas enterré et tout. Fait que là, il contacte la famille pour essayer de lui faire des funérailles qui ont de l'allure, mais la famille veut pas se présenter. Fait que là, il trouve ça un peu bizarre. Il va se poser des questions, puis les réponses qu'il va trouver vont l'amener à se rendre dans le pays d'origine de son père, en transportant quand même le cadavre. Et il va essayer de lui trouver un endroit où il peut enterrer sa sépulture. Fait que c'est ça, mais sur son chemin, il va rencontrer d'autres gens qui ont des relations quand même assez spéciales, j'ai pas de meilleur mot, avec leur père. Donc, mettons, une personne qui l'aurait tué, une personne qui ne l'a jamais connu, une personne qui déteste son père. J'ai vraiment aimé ça, mais on dirait que j'aurais aimé mieux la voir que la lire, cette pièce de théâtre-là. Il y a des affaires que j'étais perdue un peu, j'avais de la misère à voir comment ça pouvait être mis en scène, puis que ça ait du sens. Tu sais, quand il y a des voyages à travers un pays, on reste toujours sur une scène, là. Il faut que tu sois créatif pour essayer de montrer que le paysage change et tout. En tout cas, j'ai passé beaucoup de temps à me questionner sur la mise en scène en lisant ça. Puis on dirait que le propos s'est un peu perdu parce que j'avais peut-être pas assez d'indications sur qu'est-ce qui se passait réellement, qu'est-ce que les acteurs faisaient sur la scène. Tu sais, c'était comme j'étais plus dans le récit que dans la pièce de théâtre. Puis, tu sais, pour moi, c'est une pièce de théâtre, ça a les deux, là. C'est le récit, mais aussi comment ça va être fait sur la scène, comment on est supposé recevoir l'œuvre quand on la regarde, tu sais, pas juste quand on la lit. Puis on dirait qu'il en manquait un petit peu là-dessus. Fait que pour Littoral, j'ai mis 3.75 sur 5 parce que j'ai aimé ça. Je vais probablement l'oublier, par exemple. On va ensuite passer à la catégorie roman parce que j'ai lu seulement 2 romans dans tout le mois, dont un que j'ai déjà fait la critique, c'est Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, publié chez Livre de Poche. Donc c'est une lecture commune que j'ai fait avec Bouquineuse Amélie. Sur ma chaîne, on avait répondu à un quiz qui était comme un peu un test de lecture, là, comme en français. On peut le faire. Puis sur la sienne, on avait discuté de qu'est-ce qu'on avait pensé vraiment du livre. Fait que si vous voulez voir ça et vous l'avez pas déjà vu, je vais le mettre dans le i, là, je pense. Puis la vidéo de Bouquineur, je vais le mettre en dessous. C'est ça, c'est pour le premier. Le deuxième, c'est une relecture. Puis c'est aussi une lecture que j'avais mis dans ma pile à lire du readathon que j'ai fait au mois d'avril. Donc, j'avais pas eu le temps de le lire. C'est Manicanetiche de Naomi Fontaine. C'est un de mes livres préférés. C'est publié chez Mémoire d'Encrier. Donc, dans cette histoire-là, on va suivre Youni, qui est une enseignante de français qui vient de la Côte-Nord, mais ça fait longtemps qu'elle n'est pas retournée. Là, elle habite comme à Québec. Puis là, elle se fait offrir un contrat d'enseignement sur la Côte-Nord, d'où elle vient. Donc, elle est comme, OK, je vais y aller, ça va me permettre de reconnecter, mais là... Avec son chum, c'est pas trop clair s'ils sont encore ensemble, puis ils se sont comme laissés, mais elle pense qu'il y a encore de l'amour entre eux. Fait que c'est ça en gros. Là, elle va se rendre sur la Côte-Nord, elle va commencer son contrat, puis elle va découvrir comme c'est quoi la réalité de ses élèves, puis c'est quoi la réalité de vivre sur ces terres-là, c'est quoi les difficultés, mais aussi la richesse de la culture Innu. Ce roman-là me fait pas capoter, non. Ça m'émeut là, à un point vraiment haut. C'est tellement bien écrit. La relation qu'elle entretient avec ses élèves, la morale que j'en tire, c'est un peu comme... Tu sais, l'enseignement, c'est pas juste genre déverser son savoir dans des cruches, là. Malheureusement, certains enseignants pensent que c'est ça. Mais c'est aussi vraiment une relation d'amour, tu sais. On apprend à se connaître, puis je care pour ce que tu me dis, puis je veux que t'ailles bien, puis je veux t'aider, puis il y a comme tout cet aspect-là humain dont on parle très peu,
ou qu'on prend un peu pour acquis, tu sais, ah, vous, c'est votre vocation de faire ça. Ben, non, pas vraiment, ça se travaille, puis c'est dur sur l'humain, tu sais, de care à propos d'autant de personnes. Fait que, je sais pas, ce livre-là parle tellement bien de ça, puis la réalité Innu, je trouve qu'elle est bien décrite sans pathétisme, sans, tu sais, sans exagérer certains traits, sans dire oh non, pauvres eux autres, hein, c'est donc ben pas facile. C'est vraiment pas ça. Puis je pense que c'est la richesse, là. C'est ça qui fait que ce livre-là est vraiment bien réussi. C'est parce que c'est tout en nuances, c'est doux, ça fait du bien même si c'est difficile. C'est même après ma deuxième lecture, je donne encore un 5 sur 5. Là. J'aime tellement Manika Netich. Je vous recommande vraiment, vraiment chaudement si vous l'avez pas lu encore. On passe maintenant à la section non-fiction / essai. J'en ai lu 4 ce mois-ci. Donc, le premier, je sais pas trop comment décrire ça, là. Roman que j'ai lu. C'est Embrasser Yasser Arafat de Anaïs Barbeau-Lavalette, publié chez les éditions Marchand de Feuilles. Anaïs Barbeau-Lavalette a été passée quelques temps, je crois, pour un tournage en Palestine. Et ça, c'est un peu ses observations, son quotidien. Qu'est-ce qui se passait quand elle était là? Qu'est-ce qu'elle devait faire pour se protéger? Comment les gens interagissaient entre eux et avec elle, puisqu'elle était étrangère? Comment la démocratie fonctionne, c'est juste dans le 4e de couverture, ça dit c'est un pays où le Star Academy pan-arabe sert aussi à apprendre le droit de vote à ses habitants. Tu sais, il y a des trucs très légers, puis en même temps, il y a des explosions puis des gens qui meurent, tu sais, puis c'est vraiment ancré dans la réalité. C'était vraiment bien comme livre. Je sais pas, le format aussi, c'est tous des courts chapitres, c'est écrit assez gros. Je sais pas comme ça m'a fait du bien, mais c'est pas parce que c'est doux que ça m'a fait du bien. Je pense que j'ai eu l'impression de voyager un petit peu, puis de un peu mieux comprendre la réalité de cette région-là de la Terre. Puis justement, vu que j'ai lu ça et Persépolis dans le même mois, mais lui je l'ai lu avant, on dirait que j'avais un peu les attentes avec cette BD-là, de ressentir le même genre de voyage, mais ça l'a moins fait. Mais celui-là, j'ai l'impression d'avoir appris quelque chose, puis d'être allée ailleurs pendant le moment que j'ai lu, mais ça m'a même pas pris 1 heure lire ça. C'était vraiment super court, puis bien. Je lui ai donné 3.5, mais peut-être 3,75 parce que j'en garde vraiment un bon souvenir. Mais tu sais, je sais pas comme dans quelles circonstances je pourrais conseiller ce livre-là à quelqu'un. Je suis comme... On dirait que ça comble aucun besoin, là. Genre, personne se dit « Ah, j'aurais envie de savoir comment ça se passait quand Anaïs Barbeau-Lavalette a réalisé son film en Palestine. » Tu sais, comme... C'est pas quelque chose. Fait qu'en tout cas, c'est bien, essayez-le! C'est ça. Deuxième essai que j'ai écouté pendant le mois de mai, mais j'avais commencé en avril, c'est Empty Diet de Christy Harrison. Donc, c'est un livre audio, il existe la version papier, mais je l'ai pas, qui va expliquer d'où ce que c'est que ça vient, cette obsession pour le poids et l'image des femmes, surtout, mais juste l'image corporelle. En fait, Christy Harrison, c'est une nutritionniste, donc c'est pas quelqu'un qui genre parle à travers son chapeau, puis c'est pas trop de quoi qui est question. Elle a vraiment fait des études, puis elle a la crédibilité pour écrire cet essai-là. Quand elle dit que le poids n'influence pas la santé, c'est plutôt le stigma autour du poids qui a une grosse influence. Fait que, en gros, cet essai-là, au départ, ça avait commencé par nous situer dans le temps, surtout en Amérique, comment ça se fait que c'est devenu pas correct d'être gros, parce qu'à un moment donné, c'était bien perçu. Puis dans certaines cultures, c'est toujours bien perçu d'être gros. Mais là, elle explique comme par rapport au colonialisme puis au racisme, comment on est venu à se dire que ces corps-là n'étaient pas corrects pour la société. Ensuite de ça, elle va parler de comment la culture des régimes vole ton argent, ton temps, ton bien-être, ta santé mentale, toutes sortes d'affaires. Là. Il y a des trucs qu'elle raconte, tu sais, des anecdotes de clients ou de gens qu'elle connaît. C'est vraiment bien construit, puis elle a des arguments de béton. Là. Tu peux pas ne pas être d'accord avec ce qu'elle dit. Puis c'est fou parce que quand t'arrives à la partie 2 du roman, là, t'es déjà un peu convaincu
que les cultures des régimes, c'est juste fucking de la merde pour te contrôler puis prendre ton argent. Puis comme, c'est tellement ancré dans les mentalités que les gens pensent que la science valide ces informations-là, mais c'est vraiment pas le cas. C'est juste le marketing qui met en place comme tout ça. Par exemple, si une personne grosse va chez le médecin parce qu'elle a mal au genou, souvent, le médecin va faire « Ouais, mais tu sais, ça doit pas être facile hein, d'être gros puis d'avoir des genoux, tu sais, puis de marcher, ça doit mettre de la pression dessus, tu devrais perdre du poids, ça irait mieux. » Mais là, la personne, mettons qu'elle perd du poids ou qu'elle perd pas de poids, mais son genou, il fait toujours mal, là. C'est pas une solution pour soulager son genou, perdre du poids, là. C'est juste... en gros, ça va t'aider, tu sais. Mais là, elle continue à faire du sport parce qu'elle est un peu brainwash que si elle fait pas du sport 3 fois semaine, elle n'est pas en santé. 3 fois semaine, ça, c'est les gyms qui ont décidé que c'était 3 fois semaine qu'il fallait le faire pour que les gens ils profitent, que ce soit lucratif. Mais bon, elle continue à mal s'entraîner. Elle a peut-être un problème de posture. Personne n'a investigué. Elle a peut-être pas de coach pour lui montrer que la machine qu'elle fait, elle le fait mal. Donc, elle continue à se blesser au genou. Et quand elle retourne la prochaine fois, ben là, il faut qu'elle se fasse opérer. Puis là, on dit « Ah ouais, les personnes obèses, ils ont vraiment besoin de plus d'opérations. » Mais en fait, si on avait traité son problème de genou dès le départ, probablement que le poids aurait rien eu à faire avec son opération, c'est juste que ça a jamais été traité. Comme, je sais pas si c'est clair, mais c'est juste que il y a beaucoup de choses qui arrivent, tu sais, aux personnes grosses, que c'est juste l'idée qu'on se fait des personnes grosses, que ça va pas bien, tu sais, dans leur vie, qui mangent pas bien, qui ont pas d'argent, qui se font pas bien traiter, qui font du diabète ou des choses comme ça. Puis quand tu creuses un peu, c'est plutôt qu'ils ont pas accès aux mêmes services que les autres, tu sais. Puis, en tout cas, moi, ça m'a chamboulé de lire ça, d'écouter ça. La partie 2, c'était un peu plus et maintenant, tu sais, que faire. Si ça vous intéresse, puis que vous voulez pas nécessairement lire le livre, il y a l'approche Health at Every Size. Donc, ACE, c'est une approche qui a un brevet pour pas que les pharmaceutiques et les entreprises de perte de poids, se l'approprient. Donc ça, c'est vraiment une approche scientifiquement valide qui prouve et qui vous amène à avoir des bonnes habitudes de vie sans nécessairement insister sur la perte de poids. Parce que une autre chose que ça dit dans ce livre-là, c'est que souvent, les personnes grosses, ils deviennent grosses à force de faire des régimes parce que ça fonctionne pas. Ça fonctionne jamais. 95% des régimes échouent dans le temps de 5 ans. Puis, souvent, on va prendre sur soi l'échec et non se dire c'est les régimes qui marchent pas. On va juste se dire ouais, mais c'est moi qui a pas été assez droite, c'est moi qui a pas assez suivi mon plan, c'est moi qui a trop triché, je suis pas assez forte, j'ai pas assez de volonté. Mais c'est vraiment juste, ça marche pas, cette façon-là, ça ne fonctionne pas, il y en a pas une qui fonctionne. Fait que Health at Every Size, c'est plus une façon de être en santé dans toutes les sphères de ta vie sans tenir compte de ton image corporelle, tu sais. Fait que vous voyez que j'ai vraiment aimé ce livre-là, genre j'ai envie de l'acheter juste pour pouvoir relire certains chapitres parce qu'en audio, c'est comme un peu plus compliqué de se retrouver, tu sais. Oui, c'est divisé par chapitre, mais là, après ça, c'est-tu à 2 minutes ou à 6 minutes qu'elle parlait de telle affaire, alors que quand tu feuillettes, tu peux voir, non, c'est comme dans l'autre sous-chapitre qu'elle parle de telle chose. Mais en tout cas, je recommande vraiment si la réalité des personnes grosses, la grossophobie, c'est des sujets qui vous intéressent ou dont vous voulez comme être plus sensibilisé. Ça, c'est vraiment une bible, là, c'est recommandé par plein de personnes, puis dont moi, je vous recommande. Ensuite, il m'en reste 2. Troisième essai que j'ai lu, c'est Le bal des absentes de Julie Boulanger et Amélie Paquet, publié chez La Bêche. Dans cet essai-là, on va suivre 2 enseignantes de français, de littérature au collégial et parfois à l'université. Et elles vont nous faire un peu état de leur pratique, état de qu'est-ce qui est enseigné en littérature et à quel point ce n'est jamais des autrices, mais toujours des auteurs. Et elles vont analyser certaines œuvres, nous montrer comment ils l'enseignent, puis aussi qu'est-ce qu'ils ont comment elles l'enseignent et qu'est-ce qu'il y a
à retirer de ces œuvres-là. Je trouvais l'essai assez inégal. Mettons que les bouts que les filles étaient en classe, les femmes plutôt, là, étaient en classe, là, ça m'a vraiment intéressée parce que j'avais vraiment l'impression d'être dans leur tête puis de comprendre qu'est-ce qu'ils disaient parce que tu sais, des fois, il y a les réponses des élèves, là, sont juste un peu comme « Ah, c'est pas ça, je pensais que vous réagiriez, comme je pensais pas que vous réagiriez de même, comment ça se fait que tu dis des propos qui sont aussi déplacés, puis genre en même temps, je veux pas te censurer, mais comme, voyons, t'as pas de bon sens, tu sais. » Fait que ça, j'ai accroché. Certaines autrices présentées là-dedans, je me suis dit, faut que je les lise, là. Genre, ben, à la fin, il y a vraiment un gros répertoire, fait que ça, c'est intéressant aussi, parce que si tu veux lire plus de filles, ben, ça te fait comme une liste où aller piger. Mais il y en a d'autres que j'étais vraiment comme, oh, j'ai hâte que ça finisse, tu sais, bon, tu sais, ça m'intéressait pas plus que ça, les thématiques qui étaient traitées, je suis pas sûre que si j'avais lu le livre sans analyse, j'aurais vraiment compris ce qui était dedans. C'est ça. Je pense que c'est vraiment un essai qui est niche, là, qui est vraiment pointilleux, là, genre, faut que ça vous intéresse de lire sur le féminisme, la littérature féministe, puis l'enseignement. Parce que si c'est pas des thématiques qui vous intéressent, je pense que vous allez vous perdre un peu dans cet essai-là. Il est vraiment pertinent, mais en même temps, celles qui ont envie de s'intéresser, tu sais, qui s'intéressent à ces sujets-là. Sinon, je sais pas à quel point vous allez retenir quelque chose autre que de l'ennui parce que c'est vraiment précis comme intérêt, là. Mais moi, j'ai apprécié en général. Je dis 4, mais ce serait plus 3.5, je pense. Ben, tu sais, c'est un bon essai féministe. Si vous voulez commencer par quelque part, peut-être pas par lui, mais si vous êtes avancé dans votre féminisme, c'est une bonne idée. Finalement, on arrive à mon dernier livre, qui est Debout, de Rose McGowan, publié chez HarperCollins. Lui aussi faisait partie du Readathon. Rose McGowan, c'est une actrice, peut-être que vous l'avez vue dans Charmed, c'est pas mal un de ses plus gros rôles. Elle a fait autre chose, mais c'est vraiment ça pourquoi elle est reconnue. Elle a aussi sorti avec Marilyn Manson dans les années 90. C'est un peu une biographie / un essai féministe sur les conditions des femmes à Hollywood puis la culture du viol. C'est vraiment... des fois, je me demandais quasiment si elle inventait pas, mais tu sais, je vais vraiment pas remettre en question son vécu, là, mais elle a vraiment vécu beaucoup de choses, là, comme des affaires vraiment tragiques, là, une à la suite de l'autre. Là. Genre, l'année de ses 14 ans, là, ça fait 3 chapitres, puis comme... Je sais pas comment une personne peut avoir vécu autant de choses en une année, mais gars, j'ai vraiment une survivante là, d'avoir vécu tout ça. Tu sais, elle est née dans une secte et elle a abouti dans une secte. Ça, c'est ce qu'elle dit parce qu'elle considère Hollywood comme une secte, puis elle compare, puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent à une secte. C'est bien expliqué. Il y a une scène de viol là-dedans qu'elle a vécue, qu'elle décrit, qui est vraiment un trigger warning. Là. Personnellement, j'aurais préféré ne pas la lire, cette scène-là. Ça m'a vraiment pas mis dans un bon mood. Là, j'ai été obligée de le mettre de côté pendant quasiment une semaine, le livre, parce que j'étais out, là. Ça m'a... Non. J'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus d'avertissement autour de ce livre-là. C'est intéressant. C'est vraiment mal traduit, selon moi, là. Genre, je suis vraiment pas experte en traduction, mais... Comme là, moi, j'ai la version française, puis ça fait vraiment franchouillard, là, tu sais, des expressions qu'on n'utilise pas vraiment ici, tu sais, j'ai des putains, puis des affaires de même, là, genre... Bon, je trouvais que c'était pas nécessaire de garder cet aspect-là, tu sais, probablement qu'en anglais, elle l'a écrit comme ça, mais comme dans la traduction... ça s'adapte moins bien parce que ça fait très régional, là, tu sais. Si ça avait été remplacé par des sacres en québécois, ben les Françaises auraient probablement dit la même chose. Je suis comme mitigée parce que c'est sa vie, tu sais. Je peux pas dire, sa vie, c'est 3 sur 5, tu sais. Mais j'ai aimé lire ça. C'est vraiment pas le genre de livre que je lis normalement. Mais ça m'a un peu rentré dedans. Je pense que c'était le but. Mais je trouvais que des fois, c'était peut-être pas nécessaire d'aller là, tu sais, qu'on aurait pu laisser faire certains aspects parce que ça s'éloignait de son propos, puis c'était juste lourd. En même temps, elle, c'est ça. Elle a vécu tout ça, fait que elle voudrait bien là, que ça soit moins lourd, mais elle peut pas. En tout cas, je sais pas trop où me placer avec ce livre-là. Je vais mettre genre 3.25.
c'est bon, mais c'est rough, là, tu sais. Faut qu'on soit prêt, tu sais. Je m'en allais tout ranger, puis je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous parler d'un livre. J'ai lu un album jeunesse aussi ce mois-ci. L'album que j'ai lu, c'est Anne, la maison au pignon vert de Lucy Maud Montgomery, publié chez Urtubise. C'est la version album. Moi, j'ai juste regardé Anne Wetheny. J'ai retrouvé tous les épisodes dans cet album, donc ça fait la job. J'aurais aimé lire le roman. C'est ça que je pensais que j'avais commandé, en fait, mais non. J'ai aimé les dessins aussi. Tu sais, ça fait très... je trouve que c'est le style un peu Martine, là. Tu sais, Martine à la plage. Des choses comme ça, là. Un peu enfant, féminin, là. Anne, je l'adore comme protagoniste. Elle est vraiment super cool comme petite fille. Mais... j'aurais aimé lire le roman, comme je l'ai déjà dit. Fait que pour l'album, je lui mets un 3.5. C'est ce qui conclut ce point lecture de mai. Ça a été un très gros mois. Là, je suis vraiment excitée parce que l'été arrive, donc mon défi... Fait que c'est ça, je suis très enthousiaste. J'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie. Et on se revoit très bientôt!